soir, personne n'imagine encore les conséquences que cette guerre pourrait engendrer si elle a lieu, cette guerre commerciale. Oui, est-ce que c'est le bon terme, le mot guerre? Oui, il faut vérifier là aussi. Oui, c'est Donald Trump qui avait lancé les hostilités ce week-end en menaçant d'imposer de droits de douane l'acier, l'aluminium, les voitures européennes. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? À voir, il y a peut-être un petit peu de manœuvre. En tout cas, l'Union européenne menace de répliquer. La Chine également, même si elle est moyennement concernée, mais elle pense peut-être à la suite. Bon, en tout cas, jusqu'où ira cette guerre commerciale? Est-ce qu'elle peut s'arrêter tôt ou au contraire, y a-t-il un risque d'escalade? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. On va essayer de tout comprendre justement et bien sûr cette guerre commerciale. Est-ce qu'il faut parler de guerre? Une question que je poserai dans un instant. Tiens, Jean-Éric Brana est avec nous, bien entendu, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université d'Assas et auteur de Trumpland, oui, un pays divisé. Jean-Claude Vollot est avec nous. Jean-Claude Vollot, vous rangez votre téléphone s'il vous plaît, président de Dedienne Aerospace, conseiller spécial du président du MEDEF. Avec nous également Sébastien Jean, directeur du Centre d'études de prospective et d'information internationale, le CEPI. Cyril Mounier, directement concerné, il va nous le dire dans un instant, bien sûr. Il est le délégué général d'Aluminium France, qui regroupe toutes les associations de l'aluminium en France, l'Association française de l'aluminium, l'Association pour le développement de l'aluminium anodisé. Il nous dira évidemment s'il se sent victime. Et puis André Lossokrug-Pietri, fondateur du fonds d'investissement à capital, très présent notamment en Asie et en Chine. Alors, une guerre commerciale qui a inquiété les marchés. On a vu aujourd'hui la bourse à New York. Au moment où on se parle, évidemment, il n'y a toujours pas de clôture. Quelle sera la réplique des États-Unis? Ah non, le Dow Jones qui est dans le vert, plus 1,1%. La réplique de l'Union européenne, en tout cas, elle doit agir vite. Voilà ce que disait le chef de l'État, le président de la République, Emmanuel Macron, tout à l'heure à la mi-journée. Je pense que si les annonces américaines étaient confirmées, il s'agirait d'une très mauvaise réponse à l'environnement international que nous connaissons, parce que c'est du nationalisme économique. Et comme l'un de mes prédécesseurs l'avait évoqué il y a quelques décennies maintenant, le nationalisme, c'est la guerre. Bah oui, on va voir comment on appelle ça. Oui, les premières salves, elles ont été lancées juste avant le week-end. Annonce par Washington de l'imposition prochaine de droits de douane de 25% pour l'acier, de 10% pour l'aluminium. L'Union européenne disant ensuite préparer des mesures de rétorsion en taxant des produits comme les Harley Davidson, comme les jeans Levi's, comme le whisky Bourbon. Puis hier soir, Donald Trump menaçant de taxer les voitures européennes. Bon, Cyril Mounier, décision injuste. Qu'est-ce que ça représente l'aluminium européen vers les États-Unis? Bon, le flux n'est pas énorme. On est aujourd'hui à 200 000 tonnes de flux UE vers la Chine. Donc concernant la France, ça doit représenter environ entre 15 et 20%. Donc c'est pas un flux important. Ça représente environ à peu près 1200 Airbus pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est pas un flux considérable. En revanche, nous regrettons bien sûr la position du gouvernement Trump, mais il faut pas se tromper de cible. Pour nous, la cible, c'est les surcapacités chinoises. C'est ça qui impacte le marché aujourd'hui. Et si Donald Trump met 10% ou 24% sur l'acier, il y a également derrière une réponse à la surcapacité chinoise. Du moins, ça peut être interprété de cette manière-là. Donc ça vous menace pas plus que ça? Ça ne vous inquiète pas plus que ça pour l'instant? Ça va certainement tendre les marchés, c'est certain. Mais pour le moment, l'Union européenne n'est pas la zone la plus impactée par cette prise de position, cette intention de 10% ou de 24% sur l'acier. Bon, on va voir ça dans un instant. Qu'est-ce qu'il veut Donald Trump, Jean-Éric Brana? Bon, c'est vrai, je le disais, il a haussé le ton ce week-end, même si ce matin, cette journée de lundi, il a un petit peu mis d'eau dans son vin en laissant entendre que s'il y avait un accord du côté de l'ALENA, il pourrait ne pas recourir à ces mesures de rétorsion. Quand même, on est quoi dans la rhétorique? On est dans un discours post-électoral? C'est quoi exactement? Et moi, je ne sais pas s'il a mis de l'eau dans son vin. En réalité, je crois que c'est ce qu'il veut depuis le départ. Il est en négociation de l'ALENA depuis le mois de juillet. Et depuis le mois de juillet, il monte les muscles. Quand je dis qu'il a mis de l'eau dans son vin, oui, il explique qu'il reviendra sur son idée d'imposer de fortes taxes douanières sur l'acier, à condition qu'un nouvel accord de libre-échange nord-américain soit
Eh bien voilà, juste soit signé. Vous avez donné la solution, en fait. Il dit, écoutez, vous l'avez la solution, je vais mettre sur la table. C'est-à-dire, il donne un grand coup et il dit, si vous voulez pas, je vous tape une deuxième fois, il faut être d'accord avec moi et de mon copain. En réalité, c'est ce qu'il fait depuis le départ. Alors, si vous êtes quelqu'un de l'Ohio ou de la Pennsylvanie et que vous travaillez dans l'acier ou même pas, d'ailleurs, que vous êtes en train de regarder votre président, vous dites, il est bien ce type-là, puisqu'il s'occupe de moi avant de s'occuper des intérêts du pays et des copains qui sont au Canada et au Mexique. En réalité, ce que veut Donald Trump, c'est être élu en 2020. Et il en prend le chemin s'il fait ce genre de choses vis-à-vis de son électorat. Or, cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que même les démocrates sont contents, puisqu'il s'est mis à dos les républicains, qui sont plutôt en train de dire, hein, comme Cyril, on regrette, hein, franchement, on est dans une économie globale, on aimerait bien plutôt qu'il y ait libre-échange. Et les démocrates disent, oui, mais là c'est pas mal, puisqu'on travaille l'emploi américain, on s'occupe d'abord de nous, c'est une bonne chose. Donc Donald Trump vient de jouer un jeu qu'il avait annoncé. Puisque comme tout le reste, c'était dans la campagne. Souvenez-vous, même pour les voitures, hein, il disait toutes les voitures, même les Ford d'ailleurs, il expliquait que si elles partaient au Mexique se faire fabriquer, quand elles revenaient, elles étaient taxées à 30-35%. Donc l'idée, c'est produisez aux États-Unis, faites du Made in America comme on l'avait au début du XXe siècle, que ce soit une marque connue dans le monde, mais il faut que ce soit produit aux États-Unis. Sébastien Jean, on a entendu le chef de l'État il y a une poignée de secondes, hein, justement. Comment est-ce qu'on qualifie les mesures prises par Donald Trump? C'est du nationalisme économique. D'ailleurs, est-ce qu'on doit parler de guerre commerciale? Pour m'interroger sur le terme. Le terme de guerre, je pense qu'il est facilement trompeur. On peut parler de nationalisme économique sans doute, d'autant plus que derrière cette décision, il y a aussi des jeux de courant parmi les conseillers de Donald Trump. Et clairement, cette décision, pour moi, elle marque le fait qu'en ce moment, hein, je dis bien en ce moment parce que tout cela change très vite. L'administration est très inconstante, très incohérente sous Donald Trump jusqu'ici. Les nationalistes économiques tiennent le haut du pavé. C'était Steve Bannon, maintenant il est plus, il a été viré cet été, mais celui qui est emblématique de ça, officiellement en tout cas, mais celui qui est emblématique de ça, c'est Peter Navarro, qui est son principal conseiller pour les affaires commerciales. Donc c'est en tout cas, je pense, une mesure qui est vraiment potentiellement importante dans ses répercussions, très différente de celle qu'on a connue jusqu'à présent, à la fois par la taille des enjeux, expliquez-nous en quoi justement. Alors, la taille des enjeux, parce que là, on est en train de parler d'une imposition de tarif douanier sur 50 milliards de dollars d'importation américaine. Il n'y a pas d'équivalent dans les conflits commerciaux récents de quelque chose de cette taille-là. La manière est très importante parce qu'il a invoqué la sécurité nationale. Ah oui. C'est une façon très claire pour Donald Trump de dire, pour moi, la question commerciale, c'est une question politique, éminemment politique. Et surtout quand on parle de l'acier et de l'aluminium, il va essayer de vendre éventuellement, s'il y a une procédure devant l'OMC, que quelque part, eh bien, les importations d'acier, c'est une menace, enfin ça constitue un intérêt stratégique pour la sécurité du pays. Et devant l'OMC, quelque part, ça pourrait être un argument recevable. Disons, la question de la sécurité nationale est une sorte de tabou à l'OMC depuis le début. Il faut comprendre que l'essence même du système commercial multilatéral tel qu'il existe aujourd'hui a été de se doter d'engagements et de règles pour éviter que les conflits commerciaux ne se résolvent par la pression, le rapport de force politique. Donc, au fond, ce que décide là et ce qu'annonce là Donald Trump, c'est simplement la négation pour lui, la contestation franche et formelle de la légitimité du système tel qu'il est. Donc on peut y voir éventuellement les prémices d'autres actions contre le système tel qu'il est, qu'ils ont annoncé par ailleurs. Ouais, on va voir justement, eh bien, escalade ou pas, et après l'acier, après l'aluminium, après les voitures, peut-être d'autres secteurs. Simplement sur Peter Navarro, conseiller du président pour le commerce. Je vous donne la parole dans un instant, André Losso-Croppetti et Jean-Claude Volo. Il y a Peter Navarro, il y a Wilbur Ross, le secrétaire américain au commerce. Qu'est-ce qu'il faut penser de leur déclaration quand même, qui expliquait il y a quelques heures, aucun pays ne devrait être exempté des taxes douanières qui seront imposées par l'administration américaine sur les importations d'acier et d'aluminium. Ils soufflent le chaud et le froid, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Oui, ils sont sur la ligne dure de Trump. Ouais. Je voulais juste rajouter un mot, si vous permettez, à propos de la sécurité nationale. C'est pas quelque chose de nouveau pour l'aluminium. Hein. C'est un secteur qui est déjà classé sécurité nationale depuis très longtemps. Ça date pas de Donald Trump. Et au cours de l'été dernier, il y avait déjà eu des taxes qui avaient été imposées par Donald Trump sur... alors là, c'est plutôt spécialiste de l'aluminium qui va nous expliquer quelle partie de l'aluminium avait été touchée. Mais effectivement, des taxes qui montaient jusqu'à 80%, 85% sur l'aluminium chinois. Donc on
était déjà dans cette rhétorique mais pas sur l'argument de sécurité nationale. Je répète, Si, il sur a la été sécurité utilisé 2 fois, la section qui est donc l'article, la loi dont il est question aujourd'hui, a été utilisé 2 fois par les États-Unis en tout et pour tout. 1986, et sur des dossiers beaucoup plus récents. C'était quelle matière? C'était du pétrole libyen, oui. et c'était des machines de plusieurs pays. Et donc, il y a vraiment, c'est vraiment un peu, certains ont parlé d'armes atomiques commerciales, simplement parce que on peut pas demander à des juristes de l'OMC de statuer sur ce qu'est la sécurité nationale américaine. Donc, au fond, le système tel qu'il est sans prise sur des arguments comme cela. Et donc, si on montre, en particulier les États-Unis, leaders, architectes historiques de ce système commercial multilatéral, montrent cet exemple, il y a un risque de délitement qui est très fort pour et donc, je vais peut-être poursuivre. Allez-y, Jean-Eric Brunard. J'avais pas tout à fait terminé, mais justement, c'est là où je voulais en venir. Je crois que ce qui est en ligne de mire, c'est justement l'OMC. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, mais effectivement, Donald Trump a attaqué très violemment l'OMC également dans sa campagne. Or, jusqu'à maintenant, il a fait tout ce qu'il nous a dit pendant la campagne. Donc, on va regarder aussi de ce côté-là. Et moi, je serai à l'OMC, je m'inquiéterai en ce moment en me disant, est-ce que mon poste n'est pas en ligne de mire justement du président américain, parce que c'est quand même un organisme parmi les grands organismes internationaux. C'est un de ceux qui l'embête le plus, déjà parce qu'il y a des régulations et que les Américains n'ont pas envie de régulation, de règles qui leur sont imposées de l'extérieur. Donc on est effectivement dans une dynamique qui correspond à ce qui avait été annoncé dans cette campagne. Et effectivement, Wilbur Ross est sur cette ligne-là depuis le départ. Donc on les voit monter au créneau actuellement. Voilà. Alors Jean-Claude Volo, qui était encore hier donc aux États-Unis, qui est allé justement dans les terres que Donald Trump veut défendre, celles qui ont voté pour lui il y a 1 an et demi maintenant, notamment l'Ohio. C'est quoi la température là-bas? La température, c'est qu'ils apprécient Trump. Vous savez, j'ai essayé de me prêter au jeu de trouver des critiques de Trump parmi tous les acteurs économiques que j'ai rencontrés. Je n'en ai pas trouvé un. Pas un. Il incarne vraiment pour eux un renouveau, notamment industriel, américain. C'est clair. Donc ce qu'il a annoncé vendredi, quelque part, c'est tout à fait cohérent. Il faut, bien sûr, c'est cohérent. Ceci dit, pour comprendre Trump, il faut se dire que c'est un chef d'entreprise. Ça, vraiment, j'insiste sur le sujet. Il ne réagit pas comme un politique, il ne raisonne pas comme un politique, il ne raisonne pas comme un économiste intellectuel, comme on en attend, qui donne des leçons à tout le monde, et puis qui finalement, au bout du compte, se trompe tout le temps. Il réagit comme un chef d'entreprise. Et il agit comme un chef d'entreprise, avec des arguments de négociation. Il va dans le domaine du bluff, souvent, bien entendu, pour retenir autre chose. Donc, en fait, voilà, quand on dit, je vois tout à l'heure un de vos brillants journalistes qui disait « Trump a reculé ». Il n'a pas reculé du tout. Il a préparé avec son équipe la manière d'aborder ce sujet. Qu'est l'ALENA. Et le deuxième sujet qui lui est cher, États-Unis, Canada. Qui lui est cher, c'est évidemment l'OMC, qui ne remplit pas son rôle pour lui, et il a raison. L'OMC, sur plein de sujets, est très défaillant, notamment en ce qui concerne la Chine. Et donc Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il a la tête d'un pays qui a 500 milliards de dollars de déficit commercial, et il n'est pas là que pour être réélu, je vous le dis, il est aussi là pour régler des problèmes d'entrepreneurs. Il a une entreprise qui s'appelle USA. Comment je règle ces problèmes? Voilà la question. À côté de ça, évidemment, il va chercher à être réélu. Évidemment, il va chercher à être aimé. Je peux vous dire que j'ai remarqué, même par les syndicats que j'ai rencontrés, il est aimé. Il y a très peu d'Américains qui le critiquent aujourd'hui sur ce sujet. Très peu. Si, certains intellectuels, économistes, qui n'ont jamais été aux manœuvres et qui n'ont jamais été responsables de comptes d'exploitation. Ça, c'est vrai. André Losoko-Petri, fondateur de La Capitale. Alors, peut-être pour parler de la Chine, mais juste pour réagir, parce que moi aussi, je me sens chef d'entreprise, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il se comporte en chef d'entreprise. Vous savez que c'est quand même le seul président qui a perdu un tiers de son équipe en 1 an. Ça ne s'est jamais vu. Donc je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui pourraient perdre autant de gens. Et semble-t-il, Gary Cohn, qui est le principal conseiller économique, est sur le point de partir parce qu'il est apparemment en complet désaccord avec cette affaire-là. Ça, c'est une chose. Et là, alors ce qui est vrai, c'est que c'est America First. Et en fait, il y aura très peu d'impact probablement sur la Chine. Il y aura probablement même un impact. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que ce ne soit pas l'Europe qui soit le dindon de la farce. Parce que la Chine, c'est, je crois, 2% sous votre contrôle des importations d'aluminium vers les États-Unis. Donc
ils vont être assez peu touchés. La Corée du Sud ou le Canada sont bien plus grands exportateurs vers les États-Unis. Le risque, c'est que ces fameuses surcapacités... On va rappeler pour savoir, pardon Oui. André, pour qu'on comprenne bien. Oui, il va terminer. Non, simplement. Il va dire quelque chose de très important. Mais il va dire quelque chose d'important. Mais simplement, c'est vrai que quand on parle des importations d'acier, enfin des exportations d'acier vers les États-Unis, c'est vrai que 50% viennent du Canada, donc gros contingent, Brésil, Corée du Sud, Mexique. On voit que c'est vital pour eux, bien entendu. Et la Chine, c'est une part infinitésimale. Allez-y, André Los. Oui, donc le risque principal, c'est que l'acier et l'aluminium chinois, qui ont très très grande capacité, pour lequel la Chine a même créé la route de la soie, puisque c'est une des manières d'exporter leur surplus, entre autres, hein, au-delà de l'aspect géopolitique, risque de se répercuter vers l'Europe. Et ben voilà. Et ça, c'est vraiment le risque qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, en fait, l'OMC, et là, je partage tout à fait votre point de vue, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une institution qui est pour ceux qui respectent les règles. Si on a d'un côté la Chine, qui depuis 2001 est membre de l'OMC, mais qui réussit avec plein de mesures non tarifaires à pas vraiment ouvrir ses marchés. Regardez ce qui se passe dans les nouvelles technologies, regardez ce qui se passe dans l'automobile. Geely vient de racheter 10% de Mercedes. Il serait impossible de faire la même chose en Chine sans l'approbation du gouvernement. Donc on n'est pas dans un marché ouvert. Et les États-Unis commencent à se comporter également un peu en passager clandestin, voire même en passager qui est en train de scier la branche sur laquelle tout le monde est assis. Oui, Sébastien Jean, directeur général du CEPI, quelle est la marge de manœuvre de Trump sur l'OMC, le pouvoir de Trump sur l'OMC? Qu'est-ce qu'il peut faire exactement? C'est vrai que Jean-Éric Brana l'a rappelé pendant la campagne, il a dit que pique-pente sur l'OMC, c'est un jour se retirer clairement, c'est ça? Oh, c'est tout à fait possible, bien sûr. Je crois d'abord qu'il faut démythifier l'OMC. L'OMC, c'est presque rien. C'est une très petite organisation internationale par son budget, par ses moyens. L'OMC, au fond, c'est une table de négociation pour parler des règles et c'est une instance de règlement des différends aussi, donc une instance quasi judiciaire, disons, et c'est important également. Ce que sont en train de faire déjà depuis plusieurs mois les États-Unis, c'est de prendre en otage cette instance de règlement des différends en bloquant la nomination des juges. C'est un peu technique, mais ça veut dire que si rien ne se passe, fin septembre, ils auront effectivement bloqué cette instance quasi judiciaire de règlement des conflits commerciaux. Donc, au fond, d'ailleurs, en faisant ça, ils montrent bien ils ont une plus grande capacité de blocage de l'institution en étant dedans et en la bloquant qu'en en sortant, ce qui serait une alternative effectivement pour eux. Donc, ça n'a absolument rien d'indestructible ou d'irremplaçable, l'OMC, et il se peut très bien, et donc c'est clairement dans la balance depuis le début, le fait que les États-Unis torpillent l'OMC. De toute façon, même s'ils l'a quitté, ça serait pas, il n'est pas du tout évident que l'organisation arriverait à trouver une nouvelle légitimité, une vie après le départ des États-Unis. Donc effectivement, il a une marge de manœuvre importante. Ce qui maintenant n'a pas été précisé par Trump et son équipe, c'est qu'est-ce qu'ils proposent. C'est-à-dire, ils ont bien montré leur capacité effectivement à bloquer l'OMC. Ils n'ont pas dit ce qu'ils voulaient, si ce n'est le fait de revenir à la situation avant l'accord de Marrakech, avant la création de l'OMC, qui était celle du GATT, dans lequel il n'y avait pas d'instance quasi-judiciaire justement contraignante. Et donc, est-ce que vraiment ils veulent aller là-dedans? Pour l'instant, c'est la seule vraie direction qu'ils ont montrée. Par ailleurs, en se plaignant amèrement du fait que, à leur sens, l'organisation a outrepassé ses mandats, en particulier dans le règlement des différends. Ils ont eu trop d'interprétations, ils ont créé des obligations que eux n'étaient pas prêts à accepter et à assumer. André Le Socopé. Oui, je voudrais juste rajouter deux choses. Je pense que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis montre bien que tous les efforts qu'on a pensé faire, notamment en Europe, pour raisonner Donald Trump, je crois que ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait vrai, il est extrêmement cohérent. C'est-à-dire penser en gens de bonne compagnie qu'on va pouvoir le raisonner, est d'abord extrêmement arrogant de notre part, et je pense qu'il faut se mettre en tête, et c'est compliqué pour les Chinois qui aiment pas ce côté très déstabilisant, qu'on a quelqu'un qui joue ses propres intérêts. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je reviens parce que je voudrais vraiment un petit peu l'accabler avec tout le respect qu'on a pour le président des États-Unis sur ce côté chef d'entreprise. C'est quand même aussi un peu un homme du passé, puisque parler des exportations, et je pense que dans notre pays aussi il faut s'y habituer, c'est quelque chose qui est plus du tout cohérent avec la réalité économique. Les importations américaines sont, par exemple, en grande partie drivées par les iPhones. Mais on sait bien que l'essentiel de la valeur, elle est captée par Apple. Mais le fait qu'on importe massivement des grands volumes d'iPhone avec le prix quasiment complet, ça rentre dans le... Est-ce que c'est vraiment du déficit américain? Bien sûr que non. Mais ça se rajoute aux 500 milliards. Donc je pense que les exportations, les importations, qui est aussi notre fantasme à nous Français, il faut qu'on le supprime complètement. Ce qui compte, c'est les chaînes de valeur. Jean-Claude Vollot. C'est pas possible.
impossible d'accepter des propos pareils. Allez-y. C'est parce que, oui, en plus, on vous dit tout de suite, c'est rétrograde de penser qu'il faut un équilibre de sa balance commerciale. Les iPhones, la petite valeur d'achat se soustrait de la grosse valeur de vente, et la plus-value, elle est dans l'excédent américain, de production américaine. Donc le résultat de 500 milliards, il est vraiment un vrai résultat. Et